Bonjour Georges Gastaud, tu es secrétaire national adjoint du PRCF, Pôle de Renaissance communiste en France. Et aujourd'hui, nous allons discuter du texte qui vient d'être publié sur le site du PRCF, Initiative communiste, qui s'intitule « Sombre nuée et rouge lueur ». Alors, pour commencer le titre, quelles sont ces sombres nuées que tu évoques ? Voilà, alors cela fait référence en effet à une phrase assez connue de Jean Jaurès qui dit que le capitalisme porte la guerre en lui, comme la nuée porte l'orage. Alors la nuée orageuse, en l'occurrence, on a l'embarras du choix en ce moment. Certains nous ont dit qu'avec Donald Trump, les choses allaient prendre un tour moins violent, plus pacifique qu'avec Biden. Les masques sont tombés très vite, et même si l'on peut penser que Trump n'a pas exactement sur tous les sujets le même angle d'attaque, et le mot attaque est plus important que le mot angle en la matière que Biden, eh bien, n'empêche que l'impérialisme américain n'a pas changé de nature, qu'il est toujours aussi violent, qu'il cherche toujours l'hégémonie mondiale, qu'il la cherche à tout prix et en prenant les plus grands risques pour l'humanité. On le voit d'abord sur le terrain de l'Ukraine, où on nous avait dit qu'il allait faire la paix en quelques jours. Bon, là, il est au pouvoir depuis déjà un certain temps et il ne se passe pas grand-chose de positif. Au contraire, l'envoyé spécial de Trump s'est déjà montré à côté de lui en disant qu'il allait y avoir de nouvelles sanctions contre la Russie et que des armes allaient à nouveau arriver. Et que dans le meilleur des cas, de toute façon, ce que cherchent les Américains, ce n'est pas la paix en Ukraine, c'est un gel des situations militaires existantes, avec l'idée que l'ennemi principal pour les États-Unis, c'est tout de même la Chine, qu'il faut peut-être une accalmie, tout au plus une accalmie sur le front ukrainien pour pouvoir davantage serrer, si l'on peut dire, l'ennemi principal, c'est-à-dire les Chinois et tout leur environnement, la Corée du Nord en particulier. Bon, on voit aussi que sur d'autres plans, eh bien, cette guerre qui ne dit pas son nom est en place déjà, par exemple, contre Cuba. Biden avait, au dernier moment, avant de quitter le pouvoir, ôté Cuba de la liste des États parrainant le terrorisme, ce qui est une pure calomnie, évidemment. Et à peine Trump, en situation de présidence, eh bien, il a refait mettre Cuba sur cette liste. Et on sait d'ailleurs que son secrétaire d'État, Rubio, est un anticastriste farouche, qui est d'origine effectivement cubaine, et qui ne rêve de rien d'autre que de faire tomber le régime socialiste cubain. Et on pourrait évidemment, bien sûr, regarder les autres aspects de la politique trumpiste, en particulier, à peine en place, et alors qu'il ne l'avait pas du tout annoncé dans sa campagne présidentielle, ça laisse rêveur sur ce qu'est en réalité la grande démocratie américaine. Trump a dit qu'il voulait annexer en réalité le Groenland pour contrôler les routes de l'Arctique, pour s'approprier les richesses du Groenland, qui est un territoire extrêmement riche du point de vue minier. Il a dit également aux Canadiens qu'ils avaient deux solutions, soit accepter des droits de douane qui pouvaient être meurtriers pour leur économie, soit devenir le 51e État des États-Unis. Bon. Avec le Panama, il a dit également qu'il allait prendre le canal en main, et c'est pratiquement fait. Et donc on a l'impression qu'en réalité, Trump va d'abord en quelque sorte faire le ménage dans son propre camp pour pouvoir attaquer ensuite l'ennemi principal, c'est-à-dire se mettre en ordre de bataille. La paix par la force, c'est ça qu'il a toujours proposé, non pas la paix tout court, mais la paix par la force. Et bon, en réalité, la force et la paix, on verra. Hein. Et cette pratique nous montre qu'en réalité, l'impérialisme américain est toujours ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé de nature, et qu'il ne faut pas, disons, se faire d'illusions sur lui, puisqu'il y a eu, dans le camp anti-impérialiste, des gens qui ont dit que bon, ben, Trump c'était mieux que Biden et qu'avec lui on allait voir ce qu'on allait voir, quoi. Bon, c'est important de bien comprendre cela, parce que si on ne le comprend pas, on compte sur l'ennemi pour faire le travail à notre place, alors qu'il faut d'abord compter sur nos propres forces. J'ajoute un point, c'est que il faut bien saisir qu'à notre époque, et c'est pour ça que je parle surtout de sombre nuée, eh bien à notre époque, le capitalisme comporte une dimension proprement exterministe. J'entends par là, non pas que, bon, il désire anéantir l'humanité pour le plaisir, je ne dis pas que c'est une bande de sadiques et de suicidaires,
mais je dis qu'objectivement, ce système à bout de souffle, historiquement, et à bout de souffle déjà depuis longtemps, hein, puisque l'impérialisme, c'est déjà la fin du XIXe siècle, le début du XXe, ce système ne propose plus à l'humanité qu'une seule perspective, c'est de durer à tout prix. Durer à tout prix, faire durer le plaisir en quelque sorte, enfin tout au moins celui des classes dominantes, des oligarchies, quel que soit le prix à payer pour l'humanité, que ce soit une guerre qui à notre époque ne peut qu'avoir une composante exterminatrice, qu'elle soit nucléaire ou non nucléaire, que ce soit aussi sur le terrain environnemental, puisque pour bien comprendre ce qu'est le Trumpisme, il faut aussi voir ses positions sur le terrain environnemental, avec la sortie de l'accord de Paris, qui était déjà pas bien extraordinaire, mais donc les États-Unis, la première puissance quand même encore économique du monde, bon, on peut penser que c'est la Chine, mais disons qui donne cet exemple-là, ça signifie que l'humanité renonce carrément à faire quelque chose de sérieux sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. On connaît aussi ses positions sur le terrain de la santé. On sait que pendant l'épisode du Covid, les Trumpistes ont totalement encouragé une attitude, disons, libertarienne, consistant à dire que chacun fasse ce qu'il veut et que l'État n'ait pas à s'occuper de ceux qui meurent. Donc on est vraiment devant ce que Lénine résumait sous l'expression « la réaction sur toute la ligne ». L'impérialisme, c'est la réaction sur toute la ligne. J'ajoute encore un point, c'est que cette guerre externe, elle est aussi une guerre interne qui est menée aux États-Unis même, dès maintenant, avec des milliers de gens qui sont licenciés, avec des menaces très sérieuses sur la recherche, notamment sur les chercheurs en sciences sociales. On peut ou non partager leur conception sur le genre, mais enfin, en tout cas, le b.a.-ba, c'est de laisser les chercheurs chercher. Et déjà, à l'heure actuelle, eh bien, il y a une sorte de chasse aux sorcières. Le macartisme est déjà là, des menaces extrêmement importantes également contre la classe ouvrière, les milieux syndicaux, tout ce que, d'une manière générale, on pourrait appeler les rouges, hein, aux États-Unis, même si les magas aiment se promener avec des cravates rouges. Bon, alors tout cela, ce sont les sombres nuées, et pour notre pays, il y a aussi des conséquences, évidemment, puisque ça signifie qu'on a affaire à une Europe un peu déboussolée, parce que quand même, au départ, tous ces gens-là sont des pro-américains fanatiques, en quelque sorte, et ils ont tous constaté que, bon, bah, maintenant, Trump se tourne un peu contre l'Europe, et leur dit, maintenant, vous vous occupez de l'Ukraine, je ne veux plus payer, sauf si l'Ukraine me donne ses terres riches, hein, on voit tout de suite le grand humanisme qui se cache derrière l'attitude otanienne à l'égard de l'Ukraine. Bon, voilà, donc on est devant cette situation, l'Ukraine étant effectivement, disons, l'otage de cette situation. Le dernier point que je m'en voudrais évidemment de ne pas citer, c'est la Palestine. Hein, puisque là, tout de même, bon, la solution que propose Trump mérite le nom. Hein, peut-être que ça fera sursauter, mais de solution finale pour le peuple palestinien. Netanyahou a déjà fait l'essentiel de ce travail de boucher avec Gaza. Et maintenant, eh bien, Trump propose carrément de transformer Gaza en Riviera pour riches, avec des casinos qui vont pousser sur les ossements des enfants qui auront été tués par Netanyahou. Bon, comment ne pas voir la dimension de plus en plus exterministe de ce capitalisme dont il faut, d'une manière ou d'une autre, que l'humanité se débarrasse. Voilà, je m'arrêterai là-dessus parce que les nuées sont suffisamment sombres sans en rajouter. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on s'en tient au constat, on serait tenté d'accuser de pessimisme. Mais tu évoques justement ces rouges lueurs. Alors, bon, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup les chercher et à ne pas en trouver énormément, surtout si on se tourne du côté de la presse bourgeoise, de la grande presse, et puis y compris au niveau de l'offre politique aujourd'hui, que ce soit à l'international ou en France. Est-ce que tu pourrais développer ces aspects-là ? Bien sûr, alors c'est le côté le plus important. Au fond, ce titre du texte qui est Sombre nuée et rouge lueur commente une phrase assez connue qu'utilise souvent Antonio Gramsci, hein, qui dit pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Et donc ici il s'agit de commenter l'optimisme de la volonté, mais pas d'une façon, comment dirais-je, purement volontariste, parce que cette phrase de Gramsci, elle est souvent comprise de façon purement volontariste, c'est-à-dire voyons tout en noir et quand même combattons parce que c'est glorieux et que voilà, non, nous sommes marxistes, enfin en tout cas j'essaye de l'être pour ma part, et donc nous essayons de nous appuyer sur des réalités, et pas seulement sur de la volonté. La volonté toute seule, si elle ne s'appuie pas sur des rapports de force, sur des données matérielles, ne va pas loin. Et là, en l'occurrence,
on peut dire que cet exterminisme-capitalisme nourrit en quelque sorte son contraire, comme toujours. Il faut être dialecticien, c'est-à-dire partir du fait que eh bien, le contraire nourrit son contraire et que les contradictions sont l'essence même de la vie, de la réalité, des processus réellement existants. Alors, pour sortir de l'abstraction et pour passer sur des questions plus concrètes, on voit d'abord qu'à l'échelle mondiale, qu'on le veuille ou non, eh bien, il y a un grand mouvement qu'on appelle celui des BRICS, hein, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et maintenant les BRICS+, puisque certains pays, on se presse au portillon là, pour essayer d'adhérer aux BRICS en ce moment, se dressent objectivement contre cette hégémonie euro-atlantique, et que cet ennemi principal de l'humanité que demeure en quelque sorte l'hégémonisme euro-atlantique se trouve fortement contrarié par les BRICS. Il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. Ça ne veut pas dire que les dirigeants des BRICS soient tous des petits anges. Hein, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y ait pas parmi les BRICS et même parmi les BRICS+, eh bien, des fripouilles, je dirais presque, hein, puisque on voit effectivement que l'Arabie Saoudite est entrée dans ce club assez fermé. Mais face à cet hégémonisme qui veut en quelque sorte écraser le monde, qui veut en quelque sorte se l'approprier, qui veut, comme on le voit, mépriser toutes les règles internationales, s'asseoir sur l'ONU, rejeter l'OMC, rejeter tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait un tant soit peu entraver la boulimie de cette oligarchie états-unienne et à sa suite de l'oligarchie européenne incarnée par Ursula von der Leyen. Eh bien, il y a des forces qui se dressent, parce que, comme le disait un dirigeant communiste du XXe siècle, que je vous laisse le soin de deviner, là où il y a oppression, il y aura révolte. Là où il y a écrasement, il y aura soulèvement, et ainsi de suite. Quand une étoile s'effondre sur elle-même, eh bien, elle produit une supernova, à un moment ou à un autre, et c'est là que reviennent les révolutions, l'ère des révolutions. L'ère des contre-révolutions dans lesquelles nous sommes ont leur fin, comme toute chose. Et on voit ici ces frémissements qui peuvent exister. Donc il ne s'agit pas de soutenir les BRICS avec une espèce d'enthousiasme béat, en y voyant la solution pour l'avenir, puisque les BRICS sont eux-mêmes porteurs de contradictions internes, puisque à l'intérieur des BRICS, on voit des forces fort disparates, comme la République populaire de Chine, qui continue de se réclamer du socialisme, et qu'on voit au contraire bien des pays comme la Russie, dont le chef de file a toujours été, enfin se dit, en tout cas depuis au moins 1991, avant il était membre du PCUS, mais bon, anticommuniste. Hein. Eh bien, donc la lutte des classes continue à l'intérieur des BRICS, et là nous soutenons évidemment les communistes et les progressistes. De façon plus précise, il faut regarder aussi un acteur qui est souvent ignoré par les commentateurs et par les géopolitistes. Les géopolitistes ne voient que les puissances sur une carte. Ils font un peu comme au XIXe siècle. Ils croient qu'il s'agit juste d'un choc de volonté. On est dans une conception ici qui fait abstraction totalement de l'existence des classes sociales. Et ce qu'on voit en réalité depuis un certain temps, c'est qu'il y a un réveil mondial même, du prolétariat, de la classe ouvrière. Appelons-la comme on voudra. Ça a commencé en Inde avec un mouvement géant, qui est la plus grande grève ouvrière et paysanne en Inde, c'est indissociable de l'histoire, avec des centaines de millions de personnes qui ont fait grève, qui ont bloqué les villes indiennes et qui ont forcé Modi, c'est comme ça que s'appelle l'autocrate indien, à reculer sur une réforme extrêmement impopulaire de l'agriculture. Ça a continué dans le Bangladesh voisin. Nous voyons aujourd'hui que le Mexique, et notamment le nord du Mexique, a été en proie à des grèves importantes et souvent victorieuses, que les choses ont rebondi en Angleterre. Depuis Thatcher, il n'y avait pas eu grand-chose comme mouvement social important. On a eu des choses très importantes au Canada, et surtout, ce qui est le plus souriant, le plus amusant même, on pourrait le dire, et qui vérifie la dialectique, c'est que c'est aux États-Unis que le mouvement gréviste est monté le plus haut, avec des mouvements à Stellantis, Amazon, Boeing, dans les ports et docks, chez les cheminots, j'en oublie sans doute. Hein. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, ce mouvement, il existe. Chez nous, il a du répondant. Et pour en finir, en parlant un petit peu de l'Europe et en parlant surtout de la France, eh bien, nous voyons bien que notre pays est gros, depuis longtemps, d'un mouvement social, d'un soulèvement possible,
qui n'éclate pas principalement parce que les forces qui devraient le représenter n'en veulent pas, n'en veulent à aucun prix. Et que, bon, certaines d'entre elles, effectivement, au moment même où il serait judicieux, effectivement, de lancer l'offensive contre un pouvoir bourgeois affaibli, contre un Macron discrédité, contre un Bayrou inconsistant, et ainsi de suite, eh bien, se précipitent à l'Élysée, se précipitent à Matignon, vont créditer à nouveau un dialogue social complètement vide et bidon, sachant que de toute façon, eh bien, les adversaires en place, qui sont sous la coupe de l'Union européenne, ne veulent pas changer les règles du jeu, ne veulent à aucun prix modifier l'essentiel de la réforme des retraites. Donc, rouge lueur seulement. Lueur, ça veut dire que, bon, il ne faut pas exagérer les choses. Nous voyons bien que nous ne sommes pas, en 1917, nous voyons bien que nous ne sommes pas dans une période proprement révolutionnaire. Mais nous sommes dans une période où, comme à la fin de la nuit, eh bien, bon, on est pour l'instant à l'aube, hein, l'aube est blanche, c'est même ce que ça veut dire étymologiquement, mais l'aube est suivie de l'aurore. L'aurore, c'est le moment où on voit les premières lueurs rouges, hein, au lointain. Et il ne faut pas augmenter, il ne faut pas s'exagérer les choses, mais en quelque sorte, ces braises, il nous appartient eh bien, de souffler dessus. Nous, qui c'est nous? Eh bien, ce sont les révolutionnaires, les gens qui n'ont pas peur de l'idée d'une révolution, non pas parce que nous sommes des buveurs de sang, hein, mais parce que tout simplement, nous voyons bien que c'est le capitalisme qui conduit l'humanité à une catastrophe totale, et que ce n'est pas en accompagnant le capitalisme qu'on se montrera sage, modéré, tempéré, gentil, etc., mais tout au contraire en le combattant, parce que se débarrasser de ce système, au bout du bout, c'est la seule chance pour la France en tant que pays, et pour l'humanité, tout simplement. Voilà, donc c'est ça les rouges lueurs, en quelque sorte. Eh bien, si vous voulez nous aider à contribuer à faire se lever un soleil rouge à l'ouest, cette fois-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos contenus, et bien sûr, rendez-vous sur Initiative Communiste pour lire le texte de Georges Gastaut, Sombre nuée et rouge lueur. Merci Georges. C'est moi qui vous remercie, c'était très sympathique, et je pense qu'effectivement, il y a un grand nombre de gens dans ce pays qui ne demandent pas mieux que de croire au matin.